Qu'est-ce que la marque employeur? Moi, il y a on va dire, un principe qui m'est cher en marque employeur, c'est de se dire que c'est avant tout l'interne. Je pense que, alors, globalement, le public est plutôt RH qui nous suit aujourd'hui, donc que vous soyez RH ou pas, peut-être que vous l'avez réalisé, mais il y a eu beaucoup d'échecs de lancement de communication de marque employeur il y a, on va dire, 5-10 ans, parce que justement, les entreprises essayaient de faire briller à l'externe ce qui n'était pas en interne. Et quand on commence à communiquer quelque chose que l'on n'est pas, bah déjà, on va attirer les mauvaises personnes, ou en tout cas, les personnes qui vont nous rejoindre vont être déçues. Et aussi, on ne fédère pas les personnes qui sont en interne parce qu'elles n'ont pas envie de s'associer à l'image qu'on véhicule. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler justement de tout le contraire. Comment bien, véhiculer en externe ce que l'on est vraiment en interne, ce qui va nous permettre d'attirer les bonnes personnes et d'engager nos relais. Je m'égare. Donc, la marque employeur, effectivement, premier point, c'est avant tout de l'interne. Ça doit partir de l'interne. C'est aussi une démarche collective. Ça ne doit pas être uniquement top-down ou ça ne doit pas uniquement être réfléchi au niveau de la direction. C'est vraiment finalement l'ensemble de qui vous êtes en tant qu'entreprise, donc des valeurs, aussi de la culture, des pratiques en interne envers les employés et les candidats et l'environnement de travail. Et c'est finalement ça qui va dissocier de l'image de marque parce que donc en tant qu'entreprise, vous avez en externe une image de marque qui va plutôt être comment sont perçus vos produits, vos services, votre entreprise d'un point de vue plus commercial et votre marque employeur où finalement ça va être comment vos collaborateurs mais aussi vos candidats, vos fournisseurs, vos clients, peu importe, tout le monde parle de vous mais cette fois-ci en tant qu'employeur. On a décidé avec Nicolas de dissocier les deux parce qu'aujourd'hui nous on va vraiment se concentrer sur la marque employeur qui vous êtes en tant qu'employeur mais évidemment on voit que de plus en plus les marques et les images, la notoriété se confondent d'un point de vue commercial et RH, mais aujourd'hui, on va vraiment parler purement RH. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Nicolas, sur la définition? Non, c'est parfait. C'est parfait. Et je pense que la majorité de la valeur sera sur nos retours d'expérience et de cas pratiques. Et j'en profite juste pour dire que on veut que cet échange soit interactif. On va garder un bon quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci de les poser dans l'onglet questions qui devrait se situer en bas à droite, deuxième onglet, si tout est correct. Parce que ça permettra du coup aussi d'avoir un système de vote. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous jugerez les plus pertinentes et on répondra à celle-là en première. Top. Donc voilà notre Du coup, je petite continue, définition. Charlène. Toujours pour toi, vas-y. Merci. Et effectivement, là, je vous donne une définition de marque employeur, mais c'est important aussi de réaliser que finalement, c'est chaque entreprise, chaque communauté finalement qui va avoir sa propre définition et surtout les preuves qui vont avec, mais on va y revenir. Et donc, nous, aujourd'hui, l'angle qu'on aborde vraiment de la marque employeur, c'est plutôt sous l'angle ambassadora. Donc, vous l'avez vu, notre titre de webinaire, c'était comment engager vos relais internes. Donc, finalement, en tant que recruteur, dirigeant, manager, on se retrouve souvent un petit peu seul face aux problématiques de recrutement, de fidélisation, alors que finalement, vous avez des porte-voix en interne qui sont là, qui sont efficaces, qui sont crédibles. Je ne vais pas aller trop sur les chiffres, ça sera ta partie, Nicolas. Et effectivement, c'est aujourd'hui ce qu'on a envie de vous diffuser, c'est comment on va pouvoir mobiliser nos collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient des porte-voix de notre marque employeur. C'est ce qu'on appelle en anglais l'employee advocacy. Donc là, c'est typiquement un outil à la base marketing commercial qui aujourd'hui s'applique au RH en marque employeur ou ce qu'on appelle en français l'ambassadora. Donc c'est vraiment comment je mobilise mes collaborateurs pour relayer des messages de l'entreprise, non seulement dans leur vie pro, mais aussi dans leur vie personnelle, entre guillemets, parce que si on parle notamment des réseaux sociaux et de LinkedIn, ça reste des réseaux personnels. Et donc, c'est ce qu'on va illustrer avec Nicolas, vous donner un maximum de tips et d'exemples comment vous pouvez mobiliser vos équipes pour faire en sorte qu'elles vous aident à diffuser la marque employeur. Parce qu'évidemment, on est plus efficace à plusieurs. Et je te laisse la main, Nicolas. Oui, merci Charlène. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait interagir avec vous. Et alors, attendez, je vais vous envoyer le questionnaire. En vous demandant de donner. Est-ce que vous voyez le sondage apparaître de votre côté sur quel est le niveau? Normalement, je vais vous envoyer un sondage pour. Oui, on voit bien l'échelle de 1 Ok, à il apparaît. 10. Mm-hmm. Ok, super. Vous pouvez voter. Du coup, je vous encourage à voter pour avoir votre niveau de perception. Quelle est de votre perception par rapport suite aux définitions partagées par Charlène, du niveau de maturité de votre marque employeur aujourd'hui? C'est vraiment une perception, c'est pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous jaugez aujourd'hui dans votre contexte.
Pas mal de 8, de 7. Ah, 7, 8. Il y a un quart des votants qui sont à 7, un quart à 8 pour le moment. Ok, c'est intéressant. Ce sont les deux notes, les deux notes plutôt neutres en général, majoritairement de 7. C'est la note neutre, notamment 7. Ok, intéressant. Intéressant de voir qu'il y a autant de 8 que de 6. Ok, ok, chouette. Ben, merci pour vos retours. Effectivement, donc la marque employeur, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler et qui prend de l'ampleur. Avant de vous faire nos retours d'expérience, on voulait revenir sur le pourquoi effectivement c'est quelque chose qui est crucial et déterminant aujourd'hui pour les entreprises. Et pour cela, je vais l'illustrer avec quelques métriques. La première, c'est le fait que ça va vous permettre de faire de sacrées économies sur la partie recrutement, puisqu'une étude a montré que ça réduisait de 43% les coûts liés au recrutement parce que vous allez attirer naturellement des candidats. Et je crois que c'est tout le cœur de ton sujet, Charlène, avec ta punchline, recruter sans chasser. Exactement. Ce qu'on appelle l'inbound marketing, enfin l'inbound du recrutement, dans ce contexte-là. Autre métrique super importante qui nous avait particulièrement marqué, c'est le fait qu'un message qui vient des collaborateurs sera 24 fois plus partagé si ça vient des collaborateurs. Et il aura beaucoup plus d'impact aussi si ça vient des collaborateurs plutôt que du dirigeant de l'entreprise. Parce que la parole des, euh, des collaborateurs ont 3 fois plus de crédibilité que celle d'un dirigeant. C'est parce qu'elle est beaucoup plus authentique. Et dernière métrique qu'on trouvait super importante à vous partager avec Charlène, c'est le fait que de plus en plus, il y a une transparence de l'information avec des réseaux comme Glassdoor qui permettent aussi de voir l'envers du décor des entreprises. Et c'est vrai que quasiment 70% des candidats vont creuser et ça va jouer dans leur décision pour leur permettre d'aller sur une entreprise A ou une entreprise B. Maintenant, ça rentre comme critère en fait de choix pour les candidats. C'est vrai que c'est super important. Et on le voit pour les entreprises qu'on accompagne, elles sont très vigilantes à la réputation qu'elles ont sur des plateformes de type Glassdoor. Et je ne sais pas si tu l'observes, toi, Nicolas, mais moi, 100% de mes clients, face à une question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que vos collaborateurs sont contactés par des candidats pour savoir comment ça se passe? Et dans chaque entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, d'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat si c'est le cas pour vous aussi, mais les candidats aujourd'hui n'ont plus peur d'aller contacter, trouver, c'est assez facile avec LinkedIn ou autre réseau, d'aller trouver quelqu'un qui travaille dans votre entreprise et de lui poser les questions qu'il se pose. Et finalement, le niveau d'information que nous, on pouvait aller chercher, je pense avec Nicolas, on est plutôt de la même génération, donc quand on faisait une lettre de motivation, on allait voir l'effectif, les clients de l'entreprise, finalement des infos assez corporate. Aujourd'hui, les candidats vont aller chercher de l'info vraiment authentique, de savoir concrètement comment ça se passe dans l'entreprise, et pas uniquement ce que l'entreprise communique d'un point de vue macro. Ouais, c'est un super bon point, Charles, parce que c'est quelque chose que, par exemple, je partage un tips, c'est quelque chose qu'on fait chez nous côté Ego dans le processus de recrutement. On pousse à un moment avancé du process les candidats qui nous plaisent beaucoup à rencontrer des collaborateurs de chez nous en disant voilà, on pense que tu devrais parler avec Morgane de chez nous parce que vous ressemblez en termes de parcours, etc. Et vous aurez des choses à vous dire intéressantes et ça permettra sans tabou, de venir lever toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir pour que tu puisses faire le choix le plus averti de nous rejoindre ou pas. C'est une étape chouette que je vous encourage aussi à ajouter dans votre process. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, Charlène, les candidats le feront sinon spontanément de leur côté. Ok, super. Et je propose qu'on vous partage maintenant plusieurs cas concrets de clients. On va couvrir 3 cas clients qu'on va vous expliciter au travers des sujets de la marque employeur et comment on s'y est pris avec Charlène. Ce sont des vraies missions qu'on a pu faire par le passé. Donc 2 de côté Ego, une de ton côté Charlène, qui vont couvrir des tas d'entreprises qui seront différentes. Donc on va commencer des entreprises les plus petites en allant jusqu'aux entreprises les plus énormes, comme ça sera mon retour d'expérience Charlène, on verra sur la fin. Donc premier cas concret, c'est une entreprise de conseil de 25 personnes qu'on est arrivé, qui était une entreprise tech, qui était lancée depuis 4 ans et qui avait la volonté de grandir parce qu'ils étaient à un palier depuis quelques années de 25 collaborateurs qui n'arrivaient plus à franchir. Ça, c'est leur contexte.
les causes qui faisaient que cette croissance était freinée, c'est le fait qu'il y avait déjà pas de middle management chez eux. Ils avaient conscience qu'ils devaient le structurer parce que les associés assuraient en râteau tout le management et l'encadrement de leurs collaborateurs. Ils avaient aussi une communication qui était très lisse, assez fade, très corporate sur les réseaux sociaux. Et ce qui faisait que, comme ils étaient un tout petit acteur, ils étaient inaudibles, ou très, très peu audibles, en tout cas sur leur marché. Donc ça, c'était les causes qu'ils avaient. Donc ce qu'on avait co-défini avec eux, c'était l'ambition, à savoir développer et de jouer sur le côté personal branding, notamment des associés fondateurs de cette entreprise-là. Parce qu'il y avait une carte à jouer, qui était une carte qui était à l'époque peu exploitée. Donc là, c'est une mission qui remonte à il y a 1 an et demi à peu près. Et ce qu'ils voulaient aussi, c'était améliorer, in fine, leur l'inbound, le nombre de candidats qui spontanément allaient les rejoindre, en tout cas qui avaient entendu parler d'eux. Ils disaient, ah oui, votre nom me dit quelque chose, j'entends parler de vous, vous faites du bruit, qu'est-ce que vous faites, que d'en savoir plus. Et il y avait également le souhait de développer une image de marque très premium et innovante, montrer qu'ils avaient un coup d'avance sur les autres acteurs de leur marché, pour dire que l'herbe était plus verte chez eux, ils étaient mieux. Ce qu'on a concrètement mis en place avec eux, on a fait 2 choses principalement sur cet aspect marque employeur, parce qu'après, on les a aussi accompagnés sur tout un tas d'autres angles pour leur aider à digérer leur croissance. Mais aujourd'hui, on est sur la marque employeur. Ça a été la formalisation la formation de leur équipe aux pratiques LinkedIn, au code, parce que c'est des codes qu'ils n'avaient pas du tout et qu'ils étaient encore ancrés dans l'approche très corporate et lisse. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mieux et c'est super chouette ce qu'ils font maintenant. Et aussi un programme avec des relais internes et d'ambassadeurs internes qui a été mis en place pour s'assurer que la voix, ça ne soit pas juste l'affaire des fondateurs de l'entreprise, et ça puisse avoir des relais aussi internes à leur échelle qui ont eux aussi été formés. En termes de résultats, effectivement, ça a permis un développement de leur notoriété assez rapide. C'est chouette. Ils ont eu aussi une communication beaucoup plus authentique. On en parlera. C'est super important, l'authenticité des communications. Et c'était vraiment comme si on était avec eux. Notamment, je repense à des communications qu'ils ont pu faire sur des rituels qu'ils avaient en interne. Ils ont un rituel où ils ont fait une sorte de cérémonie des awards pour remettre des personnes qui incarnaient au mieux les valeurs de l'entreprise. Ils ont fait tout un tas de communications sur LinkedIn autour de ça. Je sais que ça avait beaucoup marché. Et également des communications autour une fois, ils ont fait même il y a 1 an. Même moment, ils avaient fait une de leurs plénières ils avaient ramené du sable, en fait. Ils avaient créé une plage dans une salle. C'était super chouette et ça crée une expérience quand même qui change d'un quotidien de consultant très tech et grand groupe plutôt. Et du coup, c'était très rafraîchissant de voir ça et ça avait pas mal fait de buzz aussi. Donc, très authentique. Et c'est chouette parce que ça leur a permis, alors, bien sûr pas que ce sujet-là, mais aujourd'hui, ils sont passés de 25 quand on a commencé à les accompagner à 80 personnes aujourd'hui. Donc, belle croissance de l'entreprise. Et les clients, du coup, super contents. Au-delà de ça, on les accompagne sur tout un tas d'autres angles, mais je ne vais pas revenir aujourd'hui. La valeur, les raisons d'être, toute la partie structuration des objectifs, etc., pour leur permettre de digérer leur croissance. Mais un des facteurs clés de leur croissance, c'était cette partie marque employeur qu'on a beaucoup travaillé pour les rendre beaucoup plus audibles sur leur marché. Charlène, est-ce que tu as des remarques ou des retours à faire par rapport à tout ça? Oui, je regardais dans le chat, n'hésitez pas non plus à commenter. Je vais peut-être pas penser à tout demander à Nicolas, mais déjà la première chose c'était plus une remarque et finalement c'est un tips aussi que moi je pourrais vous donner, c'est de commencer potentiellement par la direction. Ça a évidemment un effet derrière de duplication plus important. Moi, par exemple, j'observe avec Talent Catcher, le premier public quand même que je forme sur LinkedIn et sur LinkedIn, c'est les RH. Mais le deuxième public, c'est en termes de volume, les dirigeants. Et on se rend bien compte qu'une fois que les dirigeants sont convaincus de la démarche et surtout vont commencer à poster, publier, être actifs sur LinkedIn, évidemment qu'il y a un effet boule de neige parce que les collaborateurs se disent « Ok, si mon dirigeant le fait, c'est vraiment que je peux y aller ». Et en plus, généralement, c'est un public qui a quand même une certaine autorité et donc qui va générer pas mal de trafic et qui aussi, pour notamment le cas que tu présentais dans ce secteur d'activité-là, peut donner quand même un côté un petit peu plus accessible et ce qui peut convaincre aussi les candidats de se dire ok, le dirigeant il prend la parole, il va commenter les posts de ses collaborateurs. C'est donc
moi, je pense vraiment que dans l'engagement des relais internes, quand même, la direction a sa part à jouer. Et justement, une de mes questions, Nicolas, c'était de savoir combien d'étapes, en tout cas, quelles ont été les étapes dans la formation et quels ont été aussi potentiellement les freins rencontrés sur ce public de dirigeants. Ouais. Alors, le frein principal, c'est j'ai pas le temps. Et pour moi, c'est pas une excuse entendable parce que personne n'a le temps en vrai. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que tu prends pas le temps? Et c'est que en fait, en général, la valeur perçue est pas suffisamment forte. C'est pour ça qu'on prend pas le temps. En l'occurrence, ça a été beaucoup de pédagogie et de mettre leurs lunettes. Donc, quand je dis mettre leurs lunettes, c'est-à-dire de parler leur langage pour leur faire comprendre qu'est-ce qui était important pour eux, donc le business, le chiffre d'affaires, la marge et des choses comme ça. Et aussi le coût d'un recrutement ou d'un mauvais recrutement ou le coût d'un départ. C'était des choses qu'on a aussi valorisées pour leur faire comprendre que bah oui, en fait, ça coûte beaucoup plus cher que ce que vous pensez. Donc, vous avez tout intérêt à jouer le jeu. Et ils ont vu ce qu'ils avaient gagné en fait, et ils ont eu des retombées avec la croissance qu'ils ont connue. Donc, ça a été super positif pour eux dans ce cas-là. Et ben, ça, je pense que c'est un point hyper important aussi. Enfin, ça marche là pour l'ambassadora, mais ça marche pour tout en tant que RH, de se dire bien toujours commencer par le why, enfin pourquoi on va faire ça. Et finalement, un angle, moi un angle qui souvent fonctionne bien, c'est de faire la transposition, de montrer aussi aux dirigeants tout le chemin qu'ils ont parcouru en termes d'expérience client, de modification justement des comportements, des communications qu'il y a eu côté client pour attirer, pour fidéliser, activer la reco, et le retard souvent pris côté candidat et collaborateur. Et de se dire, finalement, tout ce que l'on a fait sur nos clients, c'est les mêmes individus, ils ne vont pas changer de comportement et de casquette et d'attente quand ils sont dans la posture de candidat. Et souvent, parce qu'au début, on ne peut pas forcément leur vendre un ROI, et quand on est en interne et qu'on se dit moi je suis RH, j'ai jamais fait de communauté d'ambassadeurs, j'y crois à fond et je peux pas encore leur promettre que leur coût de recrutement va se diviser par 3, et bien c'est aussi de regarder avec les équipes marketing, selon la taille de votre entreprise, tout ce qui a été fait côté client et de vouloir transposer ça côté RH, parce qu'encore une fois on est les mêmes individus et nos attentes ont évolué de la même façon. Top. Ouais. Et il y a eu du coup combien d'ambassadeurs? Enfin, ça représentait combien de pourcents? Parce que s'ils étaient 25 personnes, est-ce que tout le monde a joué le jeu de l'ambassadora chez ton client? En fait, il faut bien gérer toujours, parce on a créé un momentum, ce qui fait qu'il y a eu 15-20% des collaborateurs qui ont joué le jeu. Et Ouais. après, il faut gérer l'après, en fait. Au bout de quelques mois, il y a un phénomène d'essoufflement ou de répétition où il n'y a plus l'effet de nouveauté. Et du coup, il faut entretenir ça. Donc, on en parlera un petit peu après. Mais je parle de la mise en place d'un système, en fait. Quel système on peut mettre en place qui fait en sorte que tout le travail que vous faites va s'ancrer et ça va pas reposer uniquement sur la bonne volonté d'une ou deux personnes qui vont assez vite s'épuiser. Et finalement, du coup, ça va être déceptif parce que la personne va faire ce que j'appelle le phénomène du popcorn, avec exploser en vol. À force de tout porter. Thibaut, merci pour ta question. Ouais, on peut y répondre là. C'est la première. Pour les prochaines, merci de les poser plutôt dans l'onglet questions, parce qu'on y répondra après à la fin pour que on puisse aussi voter sur les questions que vous jugez les plus pertinentes. Je t'en prie, Charlène, si tu avais l'air lancé. Concernant ta question, Thibaut, je dirais d'une part, c'est effectivement plutôt les deux. Dans un ordre chronologique, comme je le disais, c'est souvent plus efficace de se dire on commence par un public restreint de type RH ou dirigeants qui vont commencer à prendre la parole. Donc finalement, comme tu le disais, à storyteller aussi. Et souvent, selon la taille de l'entreprise, mais sur une des petites structures, ça a un fort impact marque employeur de justement si les dirigeants, voire les fondateurs commencent à s'exprimer aussi sur le pourquoi de l'entreprise, etc. Donc, pour moi, c'est les deux. Il n'y a pas une réponse universelle parce que ça va dépendre de l'entreprise, du positionnement aussi des freins. Parfois, on a des acteurs qui vont être OK et se dire, moi, j'ai aucun souci pour que les équipes prennent la parole. Par contre, moi, je me sens pas très à l'aise de le faire. Et dans ce cas-là, c'est pas une étape indispensable que les dirigeants commencent, mais il va falloir réfléchir plutôt à une stratégie interne pour que, par contre, même si eux ne s'expriment pas, bien, ils fassent bien comprendre aux équipes que maintenant c'est OK et qu'ils vont aller encourager. Donc en tous les cas, la deuxième étape, elle est pour le coup, je dirais plus universelle, de se dire que les dirigeants doivent aussi encourager, que ce soit l'idéal, c'est effectivement en allant commenter, liker les interactions de leurs collaborateurs, mais s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, qu'ils n'ont vraiment pas envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux, il va falloir
penser à d'autres modes de valorisation qu'on verra un petit peu par la suite. Tu me diras si j'ai bien répondu à ta question, Thibaut. Et Lauriane, bien vu pour ta question. Est-ce que tu vois si tu peux la mettre du coup dans l'onglet question? Et je te propose, Charline, qu'on continue pour respecter le timing. Comme ça, on se gardera bien ce temps de un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes les questions qui seront apparues. Du coup, je continue sur le deuxième cas de retour d'expérience. Là, on passe plutôt à une échelle de 200 personnes. Encore un acteur de conseil. C'est une filiale d'une grande boîte de conseil en France. Donc, une filiale en province. Pour le contexte. Et eux, ils ont besoin de sortir du lot parce qu'ils ont un marché du coup local qui est beaucoup plus restreint, avec une culture plus présentielle là-bas. Et ils ont besoin du coup d'attirer des talents pour réussir à les fidéliser, sachant qu'ils ont du coup, ils sont sur un bassin réduit de talents. Ça, c'est leur contexte. Les causes, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été lancé par le passé, mais qui avait été porté par une unique personne qui, lorsqu'elle est partie de l'entreprise, en fait, ça a complètement fait plouf parce que c'est cette personne-là qui portait toute la charge. Et ça, du coup, ça s'est très vite essoufflé dès son départ. Et là, du coup, ils souhaitent le relancer en étant beaucoup plus structuré. Et ils ont aussi une image historiquement qui était d'entreprise premium, mais ils se rendent compte que c'est une image de la perception de terrain, et notamment auprès des jeunes candidats, qui s'est beaucoup érodée. Ils se rendent compte qu'ils deviennent en fait, qu'ils viennent dans la masse en fait, qu'ils se retrouvent dans la masse par rapport aux autres acteurs sur leur marché local. Là où il y a encore 10-15 ans, ils avaient quand même une image et une longueur d'avance en termes d'image de marque. C'est intéressant parce qu'on voit que la marque employeur et l'image de marque est jamais très éloignée. Du coup, les objectifs de leur côté, c'était de relancer cette démarche-là, parce qu'ils sont convaincus que ça leur permettra de se différencier sur leur marché, de retrouver cette image premium, avec du coup ce côté toujours authentique. Je pense que ça va être le mot du webinaire, le côté authentique, de mettre en place un système qui va permettre de vivre et de s'auto-alimenter sans être uniquement tributaire de la bonne volonté ou de l'énergie d'une unique personne qui portait tout sur ses épaules. C'est en ça que je parle de système. Et un autre enjeu qu'ils ont, c'est ils recrutent, donc c'est une boîte tech, de consulting tech, ils recrutent des profils avant tout tech. Et quand ils ont certains profils tech de type développeur, et tout de suite, c'est extraordinaire. Le candidat, il coche toutes les cases, il est fantastique, c'est magnifique. Alors que s'ils avaient plus de choix, ils pourraient être beaucoup plus critiques dans leur jugement en fait, des candidats. C'est juste que comme il y a assez peu de pipe et que c'est un marché, ce sont des profils qui sont tendus, d'autant plus sur leur bassin qui est local et qui est restreint, et c'est autre chose qu'ils veulent corriger. Ils veulent avoir plus de pipe. Du coup, concrètement, ce qu'on a mis en place avec eux, on a mis ce qu'on appelle une guilde. Donc, il y a plusieurs façons de structurer ce sujet d'ambassadorat autour de la marque employeur. Là, le choix qui a été fait, c'est une guilde. Donc, c'est un ensemble de personnes qui vont rejoindre une communauté transverse. Donc, c'est inter-équipe. Et ils vont se retrouver en tant que guilde à plusieurs moments ensemble. Ils ont leur propre rituel. Ça va être cadencé. Il y a un guilde leader, en l'occurrence, mais ce sont des mandats qui sont tournants avec le guilde leader et la personne qui a la responsabilité de faire avancer les travaux de la guilde. Et c'est pas celle qui porte toute la charge. Donc, elle fait avancer le système. Avec un système aussi d'engagement de cette guilde. Quels sont les engagements qu'on veut prendre sur les 3 prochains mois. Et c'est un rôle aussi, comme je disais, tournant, c'est important pour le faire en sorte que une personne elle peut faire 1-2 mandats. Donc je crois que c'est des mandats de 3 mois, 3-4 mois. Et donc tous les 3-4 mois, se repose la question, est-ce que je dois remettre une pièce et garder mon mandat, ou est-ce que c'est pas l'occasion de donner le relais à quelqu'un d'autre parce que moi j'ai pris ce que j'avais à y prendre et j'ai surtout apporté ce que j'avais à y apporter. Et est-ce qu'on en a aussi profité avec eux en termes de solutions, de remettre en place l'EVP, qui est l'Employee Value Proposition, quelle est la proposition de valeur que vous proposez à vos candidats de bout en bout sur une vue 360 degrés pour être très clair, parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'ils offraient énormément d'avantages à leurs employés, mais qu'en termes de communication, ils passaient à côté. Il y a plein de superbes choses qui sont faites, mais elles sont mal communiquées ou peu communiquées, si bien que la perception candidat et collaborateur, en fait, ils ne se rendaient pas compte de tout ce qui leur était offert. Ce qui générait, soit dit en passant, une certaine frustration entre la direction et les collaborateurs, qui disaient, alors EVP, c'est Employee Value Proposition, c'est quelle est ta proposition de valeur, qu'est-ce que tu offres à tes collaborateurs.
en termes d'avantages, de salaire, de politique, d'avantages locaux, de congés, de RTT potentiellement. Ouais, c'est ça. Toute la partie perks et rémunération notamment, mais aussi pas que, tout ce qui tourne autour. Quels sont tous les avantages qui te rendent unique? La localisation de tes bureaux, le fait que tu aies des locaux cool, que tu as potentiellement un rooftop. Voilà. Voilà pour toi, Lauriane. Et voilà, je disais qu'il y avait une dissonance entre la perception de la direction qui disait, bah, attendez, nous, on comprend pas, on fait plein de choses pour eux, on se plie en quatre, etc. Et les collaborateurs disaient, mais attendez, nous, on a l'impression que y a rien qui casse trois pattes à un canard. C'est pas extraordinaire. Il y avait vraiment ce sujet de communication à structurer pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide et que la perception collaborateur et que soit la même que la perception de la direction qui faisait tout un tas de choses. On va travailler aussi dessus. Et du coup, en termes de résultats, bah là, on a une équipe qui est mobilisée, qui a été lancée il y a quelques mois maintenant, qui porte ce sujet sous le format d'une guilde, du coup, et qui anime cette communauté autour de la marque employeur et qui prend de l'ampleur. Donc, moi, je préconise toujours de commencer petit pour ancrer le système. Et une fois que ça marche et qu'on sait que ça tourne, là, on peut aller un cran plus loin, plutôt que de faire le phénomène que j'appelle des bonnes résolutions. C'est le lancement de l'année, on est super motivé, on s'inscrit à la salle de sport, on y va 5 fois la première semaine et on explose en vol. Parce qu'on est éclaté de courbatures et on n'en peut plus. Non, plutôt, tu fais 1 séance, 2 séances max par semaine. Je sais que tu as envie d'en faire 4, mais t'en fais pas 4, tu en restes à 2. Et après, une fois que les 2, tu les tiens, ensuite on va passer à 3, etc., etc. On y va petit à petit. Et là, on fait pareil avec cette communauté-là pour faire en sorte que ça s'ancre et que le système, du coup, se mette en autopilote. Et du coup, c'est chouette pour eux parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif de recrutement pour cette année. Donc c'est cool. C'est cool, ça tourne bien. Voilà pour ce deuxième cas concret. Charlène, est-ce que tu voulais apporter un petit regard croisé? C'était plus une question, effectivement, tu disais qu'il y avait une dissonance de perception entre les dirigeants et les collaborateurs. Donc, lors de la définition de l'EVP, est-ce que vous avez inclus les collaborateurs? Enfin, comment vous avez fait concrètement? Oui, alors, déjà, il y a eu un travail d'inventaire qui a été fait. Parce que, en gros, chacun avait sa propre perception de ce que l'entreprise offrait. Donc, il y a un travail d'inventaire qui a été fait par une équipe pour remettre à plat tout ce qui est existant aujourd'hui. Okay. Et il y avait des ambiguïtés de perception. Hein. Il y avait des choses, on pensait qu'on est là. Ah non, on est plutôt là. Ah bah, attendez, on va en parler. Ah oui, en fait, on est là. Des choses qui n'étaient pas claires. Voilà. Donc, on a tout mis à plat. Et après, cette EVP, elle a été marketée. Donc après, le sujet de l'EVP, si vous voulez le creuser, je sais que Hugo Perrier de Partout, il a fait des choses super côté Partout là-dessus. C'était un de ses premières batailles qu'il a menées en arrivant à Partout il y a 1 an et demi maintenant. Et il a fait plein de belles choses dessus. Et on pourrait trouver des éléments assez sympas sur ce sujet-là si vous voulez le creuser de façon très concrète avec un cas. Un épisode de podcast, je crois, chez Robin Choi qui doit être dédié à ça, à la définition de l'EVP. Exactement. Ah ouais, on a les mêmes rêves. Mais je l'ai écouté. Ouais, c'est pour ça. Je vais vous retrouver pendant que tu fais ton cas concret numéro 3, Charlène. Allez, et bien génial. Eh ben c'est parti, à toi la parole. Donc, bon, comme on disait, on est allé crescendo en termes de taille d'entreprise. Donc, moi, le cas que je vous présente, donc c'est un client du secteur bancaire. Donc, c'est une entreprise de quasi 5000 collaborateurs, mais qui appartient à un groupe de 100 000 collaborateurs. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on est sur une taille d'entreprise un petit peu plus importante. L'appartenance à un groupe, là, pour le coup, a peu d'impact parce qu'ils sont très autonomes en termes de marque employeur. Ils ont une marque employeur propre au sein de chaque entité et également des initiatives propres. Donc là, en l'occurrence, tout le monde peut bien s'identifier. Donc les enjeux, vous ne les voyez pas encore. Ah voilà, parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Donc effectivement, il y avait étant donné que c'est un secteur qui est de moins en moins sexy, on va dire, auprès des jeunes, le secteur bancaire et financier, gros enjeu d'attractivité avec des volumes de recrutement forts, quasiment 1000 recrutements par an, et donc une volonté d'aller finalement séduire un public qui boude un petit peu le métier, mais finalement qui le boude pour les mauvaises raisons, parce qu'on se fait une image du secteur bancaire financier qui est clairement erronée. Nicolas en parlait un petit peu tout à l'heure avec le conseil, mais c'est
pareil, on imagine finalement la culture un petit peu froide, le costard, etc. Alors que le secteur a beaucoup évolué, en tout cas dans cette entreprise, mais finalement les communications restaient très corporate déjà. Donc la page LinkedIn, par exemple, était 99% du temps dédiée à de la publication plutôt commerciale aux produits, pas du tout à la marque employeur. Et puis on restait effectivement sur des thèmes assez froids, des templates déjà existants. Enfin, il y avait très peu place à l'authenticité, pour ne pas le dire une 12e fois. Donc voilà un petit peu pour le contexte, les enjeux, donc cette volonté d'aller créer, si tu peux afficher la 3e petite vignette, Nicolas. Ouais, la voici. Deux choses à la fois, c'est parfait, il nous a retrouvé le podcast en même temps, génial. Donc effectivement, il y avait cette volonté finalement d'aller d'abord tester, Nicolas le disait tout à l'heure, commencer petit pour aller grand. Pour une communauté d'ambassadeurs, c'est même en termes de volume, c'est ce que je vous conseille. Donc Nicolas le disait en termes d'exigence, mais aussi en termes de volume, et ça c'est valable dans toutes les communautés existantes. Si on commence avec une petite communauté très engagée, finalement, va y avoir une inertie qui va se créer et petit à petit, cette petite communauté qui est très engagée, très active, va permettre de faire rayonner, de donner envie à une plus grosse communauté. VS, si vous commencez avec une grosse communauté d'ambassadeurs, ça va évidemment vous demander plus d'énergie dès le début à maintenir tout ce petit monde dans la durée. Donc avec ce client-là, on a commencé sur une communauté de pilotes d'une vingtaine de collaborateurs. Et là, 1 an plus tard, enfin quasiment 10 mois plus tard, on est en train d'étendre avec une communauté maintenant de 60 collaborateurs. Donc voilà, concrètement, comment on s'y est pris? Donc, premièrement, il y a eu la sélection de ces ambassadeurs. On pourra y revenir, mais moi, je suis plutôt une pro volontariat, donc avec une belle campagne de communication en interne sur quel est le rôle d'ambassadeur, quelles vont être les missions, et finalement, peut postuler tout le monde, évidemment avec des critères, notamment des critères de représentation des métiers, des critères de représentation des sexes, des territoires, etc. Il faut que nos collaborateurs et nos candidats puissent s'identifier dans notre communauté d'ambassadeurs. Donc, je vous déconseille d'avoir qu'un territoire, un sexe, un métier représenté dans votre communauté. Mais néanmoins, de se dire, une fois ces critères définis, tout le monde peut postuler pour devenir ambassadeur. Et puis après, on peut faire une sélection, notamment sur la base d'une petite vidéo de motivation, d'un exemple de poste, par exemple, pour justement sélectionner les plus engagés. Ensuite, formation, LinkedIn en l'occurrence à tout le monde, puisqu'on a décidé de commencer la communauté avec une présence surtout forte sur LinkedIn, donc formation à LinkedIn, et de mon côté, animation mensuelle. Donc j'ai aidé mon client à mettre en place cette communauté, et chaque mois, j'interviens auprès d'eux avec des petites animations. Donc, en fait, notre rythme, c'est tous les mois, il y a une permanence, entre guillemets, mais qui est pas obligatoire. Donc se connecte qui veut. Il se trouve que la majorité, en fait, trouve le temps de se connecter, même si c'est pas toute l'heure, de faire un petit coucou, 20 minutes, de venir nous poser les questions, interagir avec les autres ambassadeurs. Et puis, à peu près tous les 4 mois, on fait vraiment un événement là obligatoire, entre guillemets, enfin un événement qu'on rend un petit peu plus festif aussi, et pour que tout le monde puisse échanger, se revoir, avoir les infos clés. Et puis pendant ces animations mensuelles aussi, c'est l'occasion de mettre en avant des réussites, donc on en reparlera de valorisation tout à l'heure, mais ce qui a bien marché, les meilleurs posts, les meilleures initiatives, etc. En plus de ça, il y a un canal de communication dans le temps, avec des interactions quasi instantanées. Par exemple, quelqu'un qui vient de poster une publication, qui va prévenir les autres ambassadeurs, ou une idée, je ne sais pas, l'un de nous, ça peut être moi, mais aussi les ambassadeurs, on lit un article intéressant qui pourrait en faire un post, etc. Donc, on a ce petit canal de communication permanent. Et évidemment, il y a une entraide. Donc, le but, c'est qu'au début, ça soit plutôt moi à l'animation, puis qu'après, la communauté commence à vivre de manière autonome et venir s'entraider dans la création, la rédaction de contenu. En termes de résultats, donc comme je vous disais, le pilote, là, on arrive quasiment à la fin des 1 an. Donc déjà, tous les objectifs de recrutement de l'année passée ont été atteints, ceux du S1 aussi. Je vous ai donné une petite idée, donc pour 18 ambassadeurs, il y a eu à peu près 80 posts, et là, je ne compte pas les partages. Je me mets en mode algo LinkedIn, moi, je ne compte pas les republications. Donc, 80 posts, on y reviendra, mais tous issus de contenu spontané.
zéro bibliothèque de poste là pour le coup avec ce client. Donc c'est que du spontané, majoritairement avec photo. Donc ça veut dire aussi 80 contenus rédigés, photos prises spontanément par les collaborateurs sur des moments de vie, sur leur quotidien professionnel, un nouveau client signé, un événement interne ou bien un événement externe à l'entreprise mais cohérent avec les valeurs. Enfin, ils ont beaucoup de sportifs et donc ils vont s'engager pour des causes et puis faire toujours un lien avec l'entreprise. Et je vous ai mis, donc évidemment, et comme dans les exemples de Nicolas, RH dirigeant hyper satisfait, c'est pour ça qu'on passe de 18 à 60, et je vous ai mis deux petits retours aussi d'ambassadeurs, donc pour que vous voyez aussi que les collaborateurs que vous allez mobiliser dans la marque employeur, eux-mêmes déjà sont flattés, que vous pensiez à eux, que vous leur fassiez confiance pour parler de votre entreprise, mais en plus, ça a un élément effectivement au-delà de la reconnaissance d'engagement fort. Enfin, le sentiment d'appartenance qu'ils pouvaient avoir au début de la communauté, il n'a fait que grandir. Et là, je vous ai mis quelques témoignages. Donc, c'est plutôt ambassadeur. Là, c'est effectivement chez les clients, c'est le public directement formé et qui prend la parole pour valoriser la marque employeur. Voilà. Tes réactions, questions, Nicolas, face à ce cas? Oui, alors j'aurais plein de questions, Charlène, mais comme je vois qu'il est déjà 11h40, je te propose qu'on avance sur la suite, parce qu'on a des choses très pratico-pratiques à partager, et je pense que ça a de la valeur aussi, et qu'on garde le temps à la fin pour répondre aux questions aussi des participants, si ça te va. Ça me va, parfaitement. En tout cas, merci pour le partage, Charlène. Tiens, oui, c'est vrai qu'on avait un petit moment d'interaction qu'on avait inséré. Parmi tout ce qu'on vous a partagé là à l'instant, sur les 3-4 pratiques, quelle serait vous la pratique que vous pourriez reprendre immédiatement? En tout cas, vous dites, vous pouvez la mettre dans le chat. Vous dites, par rapport à tout ce qui a été partagé, il faudrait qu'on le teste chez nous, dans mon contexte. On est curieux de voir du coup à quoi vous vous raccrochez en termes de solutions ou de bonnes pratiques qui ont été partagées. J'ai bien vu. Alors, la question n'est pas neutre. Hein. Ouais. Pardon, j'allais dire la question n'est pas neutre. Mon intention derrière, c'est que vous fassiez un ancrage en fait par rapport à tout ce qu'on a partagé. Ça vous permet de refaire le fil de tout ce qui a été partagé pour avoir un ancrage sur ce qui a été dit et comprendre ce qui était le plus important pour vous. Ouais. Je vois les premiers retours. Ok, donc channel Slack, définir des ambassadeurs, mais plutôt par école. Faire parler des managers exec, on le fait déjà, mais c'est bien. Ok. Pas travailler ses habits classe d'or, effectivement. Ok, bon, pendant que vous faites ce petit ancrage, je propose que Charlène, on continue et qu'on revienne sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Allez, très bien. Bon, on avait plusieurs choses à vous partager effectivement sur ce qu'il vaut mieux éviter. La première chose, je vous le disais avec mon exemple, c'est effectivement d'imposer une bibliothèque de contenu. Donc, ce qui est chouette dans l'ambassadora, c'est de justement l'authenticité de la parole de chacun. Donc, si vous imposez une bibliothèque de posts en leur disant, voilà, vous êtes nos ambassadeurs et votre rôle, ça va être de republier ou de partager ce post, on vous a déjà écrit, on vous a déjà fait le visuel. En termes d'impact, c'est sûr, c'est clé en main, la plupart vont le faire. J'aime bien prendre l'exemple de Time for the Planet. Si certains d'entre vous sont associés, on a tout clé en main. On a les visuels, on a le texte. Donc, en termes de masse, c'est hyper important. Par contre, en termes de conviction, derrière, un candidat qui va se dire « je cherche de l'authenticité », s'il voit Jean-Pierre, Marine et Mohamed partager la même chose, il va se dire finalement l'entreprise doit se cacher derrière tout ça. Enfin, c'est plus vraiment un contenu spontané, c'est plutôt un contenu corporate. Donc, vous pouvez avoir une bibliothèque de contenu. Moi, ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est plutôt de se dire 20% max de ce qu'ils créent doit venir de la bibliothèque de contenu. Vraiment, ils n'ont pas d'idée, qu'ils ont quand même envie de poster ou qu'ils aiment vraiment bien quelque chose que l'entreprise a partagé. Et sinon, au moins 80% de contenu spontané. Et justement, ça vous évitera le deuxième Dante, c'est l'effet perroquet. Finalement, que tout le monde poste la même chose au même moment, là, vous cassez l'effet authenticité. Donc, effectivement, il faut bien aussi sensibiliser vos collaborateurs de se dire, si tu vois que un de tes collègues a fait un super post sur ce sujet, ça peut t'inspirer, et c'est même génial que ça le soit, mais évite de copier-coller ce qu'il a fait et de prendre la même photo. Essaie d'y rajouter ta petite touche, de rajouter un petit mot de toi, ta vision, ton expérience, ou même de changer le visuel. Et puis le troisième
Le troisième don, c'est effectivement, certains l'ont cité là dans les ancrages, mais c'est de négliger la présence physique. Dans tout ce qu'on partage avec Nicolas, c'est quand même très digital. On parle beaucoup de LinkedIn, surtout moi d'ailleurs. Mais les ambassadeurs, c'est pas que des ambassadeurs digitaux. Et surtout, parmi vos collaborateurs, vous avez peut-être des porte-voix hyper crédibles, hyper engagés, mais qui n'aiment pas du tout les réseaux sociaux. Bah, ils peuvent avoir une importance clé, notamment dans vos événements de recrutement, dans les écoles. Je ne sais plus qui nous partageait ça devait être... bon, je sais plus, je vois plus sous les... ah oui, si, c'est Lauriane qui nous disait ça. Évidemment, un ambassadeur, ça peut être un ambassadeur physique et vos ambassadeurs peuvent avoir les deux rôles ou l'un des deux rôles. Et puis, bah, dans les doux, pour clore effectivement tout ce qu'on a pu dire avec Nicolas à ce sujet, la chose à retenir, c'est vraiment l'authenticité. Je vous ai mis 3 exemples de postes qui sont hyper authentiques, donc d'entreprises très différentes, où on va voir le quotidien finalement d'un collaborateur sur un chantier, le quotidien d'un collaborateur donc là qui rencontrait ses clients, qui voit aussi l'aboutissement d'un projet, ou bien tout simplement un collaborateur qui quitte son bureau. Alors c'était en hiver, hein, je vous rassure, il n'a pas vu le coucher du soleil parce qu'il quittait son bureau à 23h, mais qui va nous montrer finalement l'environnement de travail et le cadre de travail. Donc tout ça, c'est des contenus très authentiques, vous voyez. Chacun, en fait, s'il décide de refaire ce contenu, va y mettre sa petite touche. Et puis dans les doux, finalement, on l'a plutôt partagé aussi dans nos 3 cas concrets avec Nicolas. Mais vous l'aurez compris, une communauté d'ambassadeurs, ça ne se lance pas juste. Déjà, il faut leur donner des clés, donc les former aux bases pour qu'ils soient ensuite à l'aise et aussi que leurs actions soient efficaces. Mais surtout, l'animation, c'est un petit peu comme tout souffler. Ça risque de retomber si vous n'êtes pas présent, j'allais dire au quotidien, c'est un peu exagéré, mais au moins au mois pour les être à leur côté, répondre à leurs questions, leur donner des idées, les animer. Donc ça se lance, mais derrière ça s'anime et c'est aussi là tout le travail. Et puis le dernier petit doux, c'est sur la valorisation. On y reviendra pour répondre à la question qui a été posée d'ailleurs. Mais la valorisation, donc là je vous ai mis l'exemple d'une entreprise où le directeur général à adresser une lettre à chaque ambassadeur à la fin de leur année d'ambassadeurat pour les remercier en fait de leur engagement. Donc il y a plein de moyens de valoriser les ambassadeurs, ça en fait partie, de rajouter leur titre d'ambassadeur dans une signature de mail par exemple, dans leur titre LinkedIn, de le rajouter dans l'annuaire d'entreprise, valoriser ce rôle qui finalement vont prendre la plupart du temps hors temps de travail pour mettre en avant votre marque employeur. Et bien à vous de les rétribuer, mais je répondrai à la question tout à l'heure. Super. Merci Charlène. Charlène, c'est hyper concret. Et on avait un dernier sondage pour vous. C'était de comprendre qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui à lancer un programme d'ambassadeurat chez vous, dans votre contexte. Le sondage devrait apparaître dans l'onglet sondage, en bas à droite. J'ai envie d'avoir vos retours là-dessus. Ok, ça bouge beaucoup encore, mais il y en a, vous êtes plusieurs à être très convaincus qu'il faut lancer ça. En tout cas, que c'est quelque chose de capital et qu'il y a un sujet autour de l'engagement des équipes. C'est vrai que c'est hyper important. C'est hyper important. Ok. Super, merci pour vos retours. Et je propose qu'on fasse la petite synthèse avant de répondre à vos questions par rapport à tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Alors, en synthèse, l'idée, c'est que je vous partage en 6 points comment s'y prendre concrètement pour lancer ce programme d'ambassadeurat chez vous. Par quoi il faudrait commencer. Donc, Charles l'a touché du doigt tout à l'heure, hein, c'est déjà commencer par sensibiliser votre management et ou direction. Parce que si eux ne sont pas convaincus, ça va être compliqué pour vous de mener toute cette démarche, cette dynamique, parce que vous aurez besoin de support plutôt tôt que tard. Parce que ça peut être très chronophage, c'est assez lourd en fait, finalement, à lancer. Deuxième sujet, définissez une ambition, cadrez-la.
qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous ferait dire que c'est réussi. Ça va aussi donner du sens sur pourquoi vous vous lancez dans ce type de projet, parce que il y a tout un tas de tâches et d'actions qui peuvent être très chronophages au quotidien et ça peut perdre du sens à un moment quand le programme est lancé depuis un certain temps en disant ok mais je fais ça mais pourquoi là c'est hyper chronophage de faire du reporting de data etc. Ça vient donner du sens et de la perspective à ce qui est fait donc raccrochez-vous à votre pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet-là. Ensuite créer un système super important sur lequel vous allez pouvoir reposer. Donc un système adapté à votre contexte. Il y a plein de façons de lancer ce type de communauté et d'ambassadora avec du temps dédié, du temps ce qu'on appelle best effort, donc à côté du quotidien, des rôles à créer, des rôles de leader, des rôles d'ambassadeur, des rôles d'animateur, des rôles de catalyseur. Il y a plein de choses qui sont possibles et imaginables. Donc, qu'est-ce qui marche chez vous? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il y a autant de recettes que de contextes qui existent. Donc, qu'est-ce qui marcherait chez vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait que vous, enfin, quel serait le système en tout cas le premier mode de système que vous pourriez lancer, qui ferait en sorte que ça tourne et ensuite de venir itérer et de venir enrichir ce système pour le nourrir et l'ancrer du coup dans votre culture d'entreprise. Quatrième étape, prenez des engagements face à la direction. Donc, quand je dis prenez des engagements, c'est ce que je préconise, c'est des engagements au trimestre. Chaque trimestre, vous allez voir votre direction et dire voilà, moi je compte, voilà ce que je vais chercher à atteindre sur le prochain trimestre en termes de résultats. Et voilà l'engagement du coup je prends devant vous. Par contre, en face de ces engagements, j'ai besoin de temps, de moyens. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens, peu importe en fait. Mais vous aurez besoin de moyens et ça permettra de mettre ça dans la balance et surtout faire en sorte que la direction vous ouvre des portes pour vous permettre d'atteindre les ambitions que vous souhaitez toucher sur ce sujet d'ambassadeur. Cinquième point, important de documenter vos travaux et votre approche autour de ça. Donc, créer un système, c'est bien, mais historiser les choses qui sont faites, qu'est-ce qui marche moins bien, pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme ça, permettra de faire en sorte que votre système s'ancre dans la durée. Et si des personnes clés sont amenées à partir de l'entreprise ou souhaitent se dégager de ce type d'initiative, et ça permettra à l'ensemble de vivre parce que ça sera documenté. Vous aurez le système qui sera mis en place. Et dernier point, du coup, le mot un peu du webinaire, j'ai l'impression, mais c'est de rester authentique et rester vous-même dans ce que vous faites. Moi, je suis convaincu que ça sert à rien de forcer les gens à leur faire faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. On peut juste leur montrer le chemin et les motiver à le prendre, mais si ça devient une contrainte, ça ne marchera pas. Donc, il faut que chacun y trouve son compte. Qu'est-ce que chacun ait gagné à son échelle? Est-ce que c'est du personal branding? Est-ce que c'est besoin de prouver quelque chose à un écosystème ou autre? En tout cas, c'est important de rester authentique parce que sinon, vous allez vous épuiser assez vite. Je pense que c'est Et deux mots. Charlène, pardon. Non, j'allais dire que ce message, il va bien être retenu tellement on l'a ancré au cours du webinaire. C'était involontaire, mais au final, c'est sans doute la chose à retenir. Ouais, c'est clair. Et deux bonus sur lesquels je voulais terminer, c'est soyez très agile dans votre approche. Il y a plein de belles choses qui sont faites dans la culture agile et notamment avec une approche d'amélioration continue. Donc, commencez petit, mais n'ayez pas peur de venir enrichir et de challenger ce qui existe pour faire en sorte que ça marche, que ça soit adapté à votre contexte. Les choses qui marchaient hier marchent sans doute moins bien aujourd'hui, marcheront encore moins bien demain. Et il faut assez souvent se poser la question de changer ces éléments-là, ces briques-là, ces rituels, des récurrences, des modes techniques, des rôles aussi, pourquoi pas. Il faut savoir remettre ça en cause pour faire en sorte que ce soit toujours le plus adapté à votre contexte. Et c'est normal que ça évolue. Hein. Il faut voir ça comme un organisme vivant qui va évoluer, qui va vivre et qui va changer, et pas comme quelque chose qui doit être figé et qui doit marcher ou une recette magique. Et deuxième bonus, effectivement, c'est les tendances du moment. Il y a de super outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire des miracles, mais qui ne sont pas pour autant des magiciens, d'autant plus sur la partie authentique. Donc moi, je les vois plutôt comme des catalyseurs ou des boosters. Ça donne des idées, ça fait réfléchir. Et par contre, il faut toujours repasser derrière, refaire, notamment sur la partie ChatGPT, parce que ça se voit. Ça se voit, c'est pas authentique et on le voit entre les lignes. Mais c'est des super façons de trouver d'autres angles, en tout cas des idées d'angles à raffiner ensuite ensemble de votre côté pour amener plus de contenu et de valeur du coup à votre écosystème au travers du programme d'Ambassadora. Et Midjourney, je crois que tu l'utilises, Charlène, on utilise aussi un petit peu de notre côté. Ça permet d'illustrer
vos posts avec des images qui sont représentatives de ce que vous avez en tête. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Ouais, et c'est vrai que souvent les ambassadeurs, enfin, une de leurs questions, comme je disais tout à l'heure, hein, ils prennent des photos, mais notamment quand ils veulent illustrer quelque chose de précis qu'ils n'ont pas sous la main, la question des banques d'images, des droits d'utilisation revient souvent. Donc Midjourney, ça peut permettre aussi un petit peu de contourner ça et d'aller créer un visuel qui leur est propre. Et je repense toujours à ton post Challenge qui a fait plus d'1 million de vues, qui avait été fait sur Midjourney avec le Golden Ticket. Ouais, exactement, ouais, ouais. Et la première fois, en plus, j'avais testé 1 an avant ce post qui avait très bien marché, hein, mais c'était un recyclage. Ça, c'est un bon conseil aussi pour vos ambassadeurs, de ne pas hésiter tous les 6 mois, 1 an à recycler des contenus. Et initialement, j'avais mis Charlie et la chocolaterie avec le petit golden ticket. Moi, je trouvais très bien ce gif, mais au final, mon post a dû faire 200 000 impressions, VS l'image générée avec Midjourney qui a fait 1 500 000 impressions, quoi. Enfin, le post, mais l'image y était pour beaucoup parce que on sait dans l'algorithme quand même, enfin, et dans nos comportements sur les réseaux sociaux, l'image capte très vite l'attention. Super. Et je crois que c'était ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Tac. Alors, je vous encourage à voter déjà dans l'onglet questions sur les questions que je juge les plus pertinentes. Tac, on peut les prendre dans l'ordre. Alors, du coup, en termes de vote, pour le moment, ok, Thibaut, 2 votes, c'est parti. Thibaut, du coup, de votre, hop, je vais faire des réponses en direct, voilà. De votre connaissance du marché, quels sont aujourd'hui les éléments qui font le plus de différence en termes de VP, notamment dans le domaine de l'IT? Ok. Alors moi, sur ce sujet-là, je me lance un challenge. Ah, Moi, vas-y. j'aime bien réfléchir sous l'angle des tranches de vie. En fait, on a des tranches de vie qui sont différentes. Typiquement, moi, je suis jeune papa, là, dernièrement. Donc, j'ai entre 30 et 40 ans. Je suis en une tranche de vie où j'ai une vie familiale qui se développe. Du coup, je suis beaucoup plus sensible à des EVP qui contiennent des éléments, notamment sur des places en crèche, des choses comme ça, quand j'étais salarié. Des choses sur lesquelles j'étais sensible en tant que jeune papa. Mais quand on est beaucoup plus jeune, quand j'étais en sortie d'école, par exemple, j'étais beaucoup plus sensible à des choses qui avaient rien à voir avec ça. Parce que là, j'étais plus en mode faire de la fête et voir les copains le week-end et m'amuser et passer des moments sympas au travail. Donc, vivre des expériences marquantes au travail et notamment les séminaires entreprises qui étaient un moment que j'adorais. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce que je t'encourage à faire, Thibaut, c'est à segmenter déjà peut-être la population interne par tranche de vie. Euh, quel est le profil type des personnes que vous avez chez vous? Ou est-ce qu'il y a pas un pic, un type de profil qui ressort majoritairement? Et du coup, quels sont les besoins à venir alimenter pour ce type de profil-là? Ouais. S'il y a des éléments complémentaires. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé là, mais en marketing RH, hein, le plus important, c'est de commencer par vos personas. Finalement, qui sont vos candidats cibles? Quels sont les 3 à 4 personas types que vous voulez cibler? Comme Nicolas en décrivait un, et effectivement, le côté aspiration, étape de vie est hyper important, mais également d'autres, par exemple, canaux utilisés, les formats utilisés pour être sûr d'adresser le bon message sous la bonne forme à la bonne personne, finalement, que votre potentiel candidat il tombe dessus. Donc effectivement, c'est plutôt un travail à faire en interne avec vos collaborateurs, en externe, enfin définition de vos personas, et pour savoir ce qui finalement est le plus décisif sur cette cible-là, Thibaut. Ouais, super. Hop. Alors ensuite, Lauriane, je suis pas sûr de comprendre ta question. C'était Salaire une RTT. réponse à Thibaut, non, tu ne penses pas? Salaire était Peut-être. travaillé. C'était les On va deux dire éléments. ça. Ensuite, pour veiller à animer une communauté, recommandez-vous de définir des moments clés tout au long de l'année qui va servir de cadre et mettre le rythme basé sur des périodes de job day, des événements internes, externes, etc. Allez, je Ok, prends la main pour cette fois, Nicolas. Tu compléteras. je t'en prie. Je t'en prie. Effectivement, le rythme est hyper important, de donner du rythme dès le début. Comme je disais tout à l'heure, moi, généralement, avec mes clients, on fait une animation mensuelle, mais facultative. Et par contre, on essaie au moins tous les 3 à 4 mois d'avoir un événement plus symbolique auprès des ambassadeurs. Je pense que c'est quand même important d'avoir une personne dédiée, une ou plusieurs, hein. Et d'ailleurs, on le mettait dans les freins. C'est pas forcément que de l'interne si vous manquez de ressources, mais
avoir une ou deux personnes dédiées tout au long de l'année qui vont aussi être un petit peu les garants de tout ça et qui vont pouvoir répondre aux questions au fil de l'eau. Donc oui, moi je recommande de définir des moments clés tout au long de l'année et d'être finalement de donner ce timing le plus tôt possible aux ambassadeurs. Ouais, 100% d'accord. Et moi, j'aime beaucoup parler de temps fort et de temps faible. Il faut un mix des deux parce que si on n'est que dans des temps forts, en fait, on va s'épuiser, on va exploser en vol. Il faut des moments où c'est plus calme, comme la période dans laquelle on va rentrer, là, juillet-août, ça devrait être un peu plus calme. Mais avec une rentrée, on va reprendre sur un temps fort, etc. Donc, ça va être la même chose dans le cycle de vie de votre communauté, d'avoir des temps forts et des temps faibles. Et c'est dans les temps forts où vous allez construire de super belles victoires ensemble et avancer peut-être 10 pas en avant d'un coup. Mais il faut savoir aussi mettre sous tension ces temps forts. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est proposer d'engager la direction, en fait, et de prévoir des revues avec les directions. Ça permet de responsabiliser, aussi de valoriser l'impact de ce qui est fait par les collaborateurs et les ambassadeurs, du coup, pour qu'ils disent, waouh, attends, là, je vais revoir la direction. Qui prend le temps de me rencontrer pour parler de tel sujet, c'est que c'est important pour eux. Et du coup, je prends le sujet au sérieux et j'avance. OK. Et, OK. Et dernière question, allez, de répondre encore de Thibaut. Quels exemples d'engagement conseillerez-vous face à la direction? Plutôt obligation de moyens ou de résultats? OK. Alors, ça dépend. Je réponds parce que je peux faire une réponse courte, Charlène. Ça dépend du niveau de maturité de ton organisation et de ta communauté d'ambassadeurs. Mais en gros, moins tu es mature, plus ça va être des moyens au début. Tu vas être très terre à terre. On veut faire 20 postes sur les 3 prochains mois, 20 postes en cumulé. Et plus ton organisation est mature, plus tu vas être sur des résultats. Donc, j'appelle moi des outcomes. Et du coup, on veut avoir trois candidats recrutés suite à notre image notre notoriété sur le marché. On veut doubler le nombre de candidatures entrantes. Donc ça, c'est plus tu deviens mature sur ton sujet, plus ta capacité à être prédictif en fait sur ce type de métrique. Mais quand tu commenceras au début, il faut être très terre à terre et du coup être plutôt orienté sur les moyens. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et ça me fait penser à la question de Lauriane qui n'était pas dans l'onglet questions et dans l'onglet chat sur la carotte et la valorisation. Avant de lancer ma première communauté d'ambassadeurs, donc en 2016-2017, j'avais pas mal fait de recherches sur ce qui se pratiquait. À l'époque, c'était c'était plutôt aux États-Unis et j'avais regardé aussi pas mal je trouve pas le mot, mais d'études de chercheurs, globalement sur l'ambassadorat, contrairement à la cooptation, le côté pécunier a plutôt un effet négatif en fait sur l'ambassadorat. Nicolas, tu partageras ta vision et tes essais. Parce que finalement, on est vraiment sur quelque chose comme je disais tout à l'heure, sur du volontariat. Souvent, c'est exercé hors temps de travail, faire un post LinkedIn, etc. Ça va nécessiter du temps en plus de sa mission. Et donc, pour aller chercher les bonnes personnes, pour aller chercher les bons leviers de motivation, le côté rémunération de cette activité est plutôt à oublier. Par contre, la valorisation, comme j'ai donné des exemples, va passer par plein de moments, de moyens, que ce soit des moments dédiés, des temps forts, des événements dédiés, voire même, comme je le disais, un titre et une valorisation par la direction, mais de mon côté en tout cas, et c'est ce que je fais avec mes clients, aucune rémunération sur la mission d'ambassadeur. 100% d'accord, parce que pas fan du tout de cette carotte extrinsèque qui peut amener des comportements déviants aussi à terme et pousser à l'extrême, c'est une culture du mercenaire en fait. On est là pour l'argent parce que ça ramène de l'argent, mais en fait c'est pas, je trouve pas que ça soit sain. J'ai poussé à l'extrême avec le côté mercenaire, mais je trouve pas que ce soit sain de partir dans cette direction-là. Bon, il y a d'autres options possibles et si vraiment ça marche pas, pourquoi pas l'explorer celle-là, mais je suis convaincu qu'il y a d'autres options possibles et qui doivent marcher. Et vraiment, dans 100% des cas, chaque communauté que j'ai lancée, en tout cas, chaque étape interne d'appel à volontariat, on a toujours été très surpris par l'engouement que ça pouvait créer et le nombre de collaborateurs qui ont envie de vous aider dans cette mission et de prendre la parole. Donc déjà, lancez ça en mode gratuit et vous allez sans doute être surpris de voir la mobilisation, l'engagement. Et si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'il faut peut-être rebosser un petit peu ce qui se passe en interne, justement, parce que
peut-être que la culture n'est pas encore assez mature pour avoir envie d'aller le promouvoir à l'externe. Et dans ce cas-là, l'étape, elle est plutôt de peut-être retravailler ce qui est mis à disposition des collaborateurs et ce qui se passe dans l'entreprise avant de vouloir le diffuser en externe. Et pour terminer, on avait des petits liens à vous partager. Je vais les mettre dans le chat en même temps. Côté Ego, si vous voulez aller plus loin autour de tout ça, on a écrit un livre blanc autour de l'expérience employée pour la démythifier, la structurer, notamment autour d'un framework. Donc, on y parle de marque employeur, mais surtout de tout ce qui concerne, pour vous donner une vue à 360 degrés de l'expérience employée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se matérialise? Parce que c'est juste une petite brique, la marque employeur. Et vous verrez que tout est interconnecté. Et on a aussi une newsletter qu'on publie une fois toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois, qui revient sur des concepts pratiques, donc autour de l'expérience employée, pour vous donner des concepts pratiques, mais surtout actionnables. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur les différentes briques de l'expérience employée? Et Charlène, de ton côté, j'ai aussi partagé ta newsletter. Exactement. Et donc, qui, moi, de mon côté, est hebdo. Donc, chaque jeudi, je vous envoie des conseils et beaucoup d'illustrations. Justement, c'est très pratico-pratique d'exemples qui ont bien fonctionné dans certaines entreprises ou d'inspiration, tout simplement. Donc, merci Nicolas, j'ai bien vu le lien dans le chat. Et puis, je vous ai aussi rajouté, je n'avais pas pensé dans le slide, mais le lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions suite à ça ou envie de vous lancer, tout simplement. Ouais, en tout cas, on est super content de vous avoir vu aujourd'hui. Merci pour votre participation. Et si vous voulez aussi creuser la discussion plus loin avec moi, ça se passera sur LinkedIn. Je pense que c'est devenu la norme. Mais en tout cas, au plaisir de vous recroiser très prochainement pour un webinaire. Notamment à la rentrée, il y a des choses sympas qui s'annoncent.